Le LFI bashing, un sujet dont on parle beaucoup, un sujet dont on parle beaucoup, de la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, etc., etc. Et bah là, ça continue, et ça continue sous la forme de tout un tas de bouquins dernièrement qui sont sortis. Il semblerait que les maisons d'édition, en fait, ils trouvent ça assez rentable de sortir des bouquins à charge contre la France insoumise et contre Jean-Luc Mélenchon. Et donc, du coup, bah, c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a pas mal de bouquins en ce moment qui sortent là-dessus, quoi. Donc, voilà un article de Mediapart, de Hélène Salvi pour Mediapart, qui parle justement un peu de tout ça. Du rapport entre les maisons d'édition et l'anti-LFisme, l'anti-mélenchonisme, et voir un petit peu comment ça se structure, notamment parce qu'il y a un bouquin qui est sorti de Richard Malka, comment il s'appelle le bouquin ? Je sais plus exactement. Mais en gros, pour dire que le parti de Jean-Luc Mélenchon est passionnément antisémite. Casse les couilles celui-là aussi. Donc on va lire ça. On va regarder, ça va revenir un peu sur les Nora Bussini, les Omar Youssef Souleiman, etc., en lisant cet article de Mediapart. Alors il y en a certains, justement, vous êtes en mode genre LFI bashing, mais Mediapart sont les premiers à faire du LFI bashing. Bah, ça dépend. En tout cas, ils le font avec beaucoup plus de bonne foi que certains autres, faut croire, quoi. Voilà. Mais le cas, c'est pas l'avocat de Mediapart ? Non, c'est pas l'avocat de Mediapart, je crois pas. Ça l'a été ? Je sais pas. Peut-être ça l'a été il y a longtemps, mais il est tellement en train de se barrer en couille en mode full islamophobie, etc., que bon. Oui, c'est l'avocat de Enthoven plutôt. Ouais. Je crois pas que c'était Oui, c'est l'avocat de Charlie Hebdo à l'époque. Voilà. Ouais, bonne foi, faut pas exagérer non plus. De quoi par rapport à Mediapart ? Ah, on va pas s'engueuler là-dessus. Attendez, on passe notre temps à s'engueuler à propos de Mediapart et compagnie. Là, je suis en mode genre, ah bah voilà, on est content. J'ai lu un article de Mediapart qui parle du LFI bashing. Vous êtes en mode genre, Mediapart, c'est bon, vous cassez-moi les couilles une autre fois là. Bon, bref, je vais arrêtez de lire le chat parce que vous me saoulez là. Moi, j'aimais les filles Mediapart, c'est bon, comme la plupart des gens en réalité. Voilà. Mediapart, le point faible de Ribot. Ouais, des zinzins soumis totalement dégènes, le point faible de certains dans le chat à ce moment-là. Ça va, on peut lire un article, putain de merde. Ah, vous êtes chiant, quoi. Vous êtes chiant. Surtout que dernièrement, en vrai, ils ont pas. Dernièrement, Mediapart, les derniers articles que j'ai vu passer, un article pour dire qu'Olivier Faure et la décision du PS de lire le PLFSS, c'était une honte. Après, il y a eu un article pour dire Mélenchon très bon pendant la commission d'enquête parlementaire. Cette commission d'enquête parlementaire était une instrumentalisation islamophobe et Mélenchon a survolé le truc. Et article d'après, il y en a marre du LFI bashing. Regardez les éditeurs qui en font leur fonds de commerce, quoi. Moi je lis des articles comme ça et vous venez dans le chat pour dire oui mais Edoui Plenel déteste Mélenchon. C'est bon, je m'en bats les couilles. Je vais arrêter de vous lire. On peut lire l'article, il est intéressant peut-être, non ? Oh là là. Vous me faites chier. Regarde ce que je vais faire. Je le fais avec le sourire. Allez, ce que je vais faire. Hop là. Regardez ce que je vais faire. Hop là. Vous voulez de la censure, les gars ? Hop là. Attends, on peut faire des ban words, non ? On peut faire des ban words sur Twitch. Comment on fait pour bannir un mot ? Je vais bannir le mot CIA du chat. Voilà, vous avez gagné, vous faites tout le temps la même blague de con. C'est comme si on faisait encore la blague de Jordan Bardella s'est chié dessus dans l'amphithéâtre de Tolbiac. Ça fait combien d'années que vous faites les mêmes blagues en boucle ? Oh, trouvez des nouvelles blagues plus drôles. Voilà. Ouais. Comment on fait un ban word ? Je sais pas le faire. Ouais, voilà, dites FBI, dites NSA, voilà. Changez un petit peu. Je m'en occupe quand je suis sur mon PC. Ok. Ah, on rigole bien quand même. Ah non, j'ai supprimé des messages, j'ai banni personne. Bon, vous arrêtez ? Je vais en ban un au hasard. Ban life. Bon, allez, j'arrête. On va lire l'article en vrai. Donc, le LFI bashing, nouveau filon de l'édition française. Ces derniers mois, les maisons d'édition misent sur des ouvrages qui attaquent le mouvement de Jean-Luc Mélenchon pour faire recette. Qu'importe si certaines de ces publications sont sujettes à caution. Le LFI bashing est devenu un créneau rentable, comme les livres d'extrême droite, reconnaît-on dans le secteur. Intéressant. C'est sur France Inter que Richard Malka a entamé, mardi 2 décembre, la promotion de son livre « Passion antisémite », qui vient de paraître aux éditions Grasset. Le texte reproduit au mot près la plaidoirie que l'avocat a prononcée au procès pour injure publique qui avait opposé LFI, la France Insoumise, à l'éditorialiste de Franc-Tireur, Raphaël Enthoven, qui avait qualifié le parti de Jean-Luc Mélenchon de, je cite, « passionnément antisémite » dans un message posté sur X, anciennement Twitter, le 1er mai 2024, voilà, pour la fête des travailleurs. Super. Le 6 novembre, le tribunal correctionnel de Paris a estimé que, je cite, « les propos litigieux
de Raphaël Enthoven s'inscrivent dans le sillage d'un débat d'intérêt général et a relaxé le chroniqueur. Dès le lendemain, les éditions Grasset, qui avaient suspendu la publication du livre de Richard Malka à la décision judiciaire, ont diffusé un communiqué d'ajout au programme annonçant la prochaine parution du texte. Mais celui-ci était dans les tuyaux depuis bien longtemps. Ok. L'ouvrage avait en effet été présenté en interne fin septembre lors d'une réunion de représentants et de représentantes, les personnes chargées de promouvoir les ouvrages des maisons d'édition auprès des librairies. Je pense qu'il y a eu une forme de sidération, témoigne un participant de la réunion évoquant le malaise provoqué par l'annonce du titre du livre de Richard Malka. Questionné sur le processus ayant conduit à ce choix, son éditeur chez Grasset n'a pas souhaité faire de commentaires. Depuis la parution de Passion antisémite, l'avocat multiplie les interviews répétant à tous les micros et dans tous les journaux que, je cite, « l'abcès d'antisémitisme est fixé chez LFI aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon s'est approprié la langue et les mots de l'extrême droite, écrit-il dans son livre. » Mais de quoi il parle ? S'approprier les mots de l'extrême droite, c'est Richard Malka qui dit ça. Richard Malka, à la base, il est censé être plus ou moins de gauche. Au final, il est là à sucer tous les plus gros islamophobes de France qui sont en mode genre le voile, c'est un problème, c'est l'entrisme islamiste, nanana. À les défendre des gens qui sont des espèces de vieux racelards dégueulasses. Il se permet de dire Jean-Luc Mélenchon s'est approprié la langue et les mots de l'extrême droite. C'est complètement con de dire ça. À la limite, tu vois, dire des trucs comme il y a certains angles morts à gauche au niveau de l'antisémitisme. Bon, encore, on peut imaginer une critique comme ça de bonne foi. Mais dire approprier la langue et les mots de l'extrême droite, en quoi ? En quoi ? Vraiment, en quoi ? Je demande, quoi. Sachant que moi, vous me connaissez. Sur le sujet de l'antisémitisme, je veux être assez pointueux. Et moi, j'estime qu'il peut y avoir des angles morts, y compris dans notre camp, qui me font chier, quoi. Ça m'arrive que ça me fasse chier. Mais je veux dire, s'approprier la langue de l'extrême droite et les mots de l'extrême droite, ça veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. À la radio, il évoque plusieurs raisons possibles, selon lui. Peut-être l'électoralisme, une campagne de trop, un calcul cynique, l'âge ou le besoin d'exister, la facilité de trouver un bouc émissaire. Avec ce texte, Richard Malka continue de creuser un sillon que nombre de publications récentes ont tracé. Des nouveaux antisémites de Nora Bussini, chez Albin Michel, aux complices du mal, chez Plomb, d'Omar Youssef Souleiman, en passant par La République, c'est lui, de l'essayiste Éric Nolot, sorti lui aussi à la rentrée chez Fayard, dans la collection de la présentatrice de CNews, Sonia Mabrouk. Donc, Richard Malka, il est en mode genre, oui, ils se sont appropriés la langue et les mots de l'extrême droite. En entendant, il écrit un livre qui est exactement le même genre de livre complètement pourri que Éric Nolot. J'aimerais bien savoir ce que Richard Malka pense d'Éric Nolot. Est-ce que Éric Nolot, il s'est approprié les mots de l'extrême droite selon Richard Malka ? Parce que la réponse est oui, très clairement. Hein. Éric Nolot est très clairement d'extrême droite aujourd'hui. Il a encore fait un entretien chez Frontières. Il a fait 2 fois un entretien chez Frontières pour parler uniquement de Mélenchon et de la France Insoumise. J'ai pas entendu Richard Malka s'en émouvoir que des gars comme Éric Nolot et compagnie, qui sont quasiment dans sa team à Richard Malka, aillent littéralement chez Frontières, qui est le pseudo-média d'extrême droite le plus outrancier et débile de France actuellement, quoi. Il se dit encore de gauche, Nolot ? Je suis même pas tout à fait sûr, mais l'année dernière, il se disait encore de gauche. Hein. Il y a un an et demi, là. Non, il y a un an, au moment des universités d'été de Reconquête 2024, il se disait encore de gauche. C'était il y a un an à peu près. Donc peut-être que depuis, ça a changé, mais bref. Oui, il se dit encore de gauche ? Bon, bah voilà. Hein. Là, on a typiquement quelqu'un qui s'autoproclame de gauche et qui non seulement parle et a récupéré les mots d'extrême droite, Éric Nolot, mais et d'extrême droite. Et plateformé, et à son rond de savette sur CNews, va aux universités d'été de Éric Zemmour, aux meetings de Reconquête, etc. Et Richard Malka ne semble pas s'en inquiéter, quoi. Donc, encore une fois, cette espèce de mauvaise foi dégueulasse, quoi. Ah, puis arrête de sourire, Richard. Arrête de sourire. Sois normal, mec. Il y a un truc que je comprends pas avec Richard Malka, c'est que je ne l'ai jamais vu pas sourire. Dès qu'il parle, il est comme ça. Il parle uniquement comme ça. Après, je sais pas, peut-être qu'il a un truc qui fait qu'il n'arrive pas à arrêter de sourire, mais il va parler de choses horribles et il le fait qu'un sourire comme ça. Il est en mode genre, ah oui, les attentats, ouais, il y a eu beaucoup de morts. Et là, l'antisémitisme, l'islamo-gauchisme, ouais, les morts, hein, les complices du pire. Je comprends pas pourquoi il a un sourire figé. Moi, ça m'a donné l'impression qu'il se fout de notre gueule. Je peux pas blairer ce mec-là. Je vous le dis très clairement. Bon, je peux pas le blairer, ce gars-là. Oui, il est avocat, ouais. Bon, allez, on continue. La source est loin d'être tarie, puisque la maison d'édition de Vincent Bolloré a déjà annoncé la parution pour le mois de janvier du livre LFI, la France islamiste. Signé par Mohamed Sifawi, figure autoproclamée de la lutte contre l'islamisme au cœur de l'affaire du fonds Marianne. Son titre reprend une formule répétée depuis des mois par le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, quoi. On se croirait sur Facebook, hein, Mais comme il y a Bolloré et tout un tas de maisons d'édition qui sont prêts à aller publier ce genre de torchon complètement couillon, parce que ça vend, bah ils continuent de le faire, hein. Ils continuent de le faire. Le truc, c'est que il y a littéralement une commission d'enquête parlementaire lancée par Laurent Wauquiez contre LFI qui était censé rétablir la vérité sur Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a pas marché.
Ils ont parlé d'entrisme islamiste, ils se sont fait rouler dessus par Jean-Luc Mélenchon et l'intégralité des observateurs politiques quasiment ont dit bah c'était un fiasco cette commission et ça puait la merde quoi. Là on en arrive à un point où c'est genre ils font ça de manière tellement caricaturale et pas sérieuse. Je veux dire, je suis en train de me dire est-ce que ça prend vraiment? Est-ce qu'ils sont pas en train de perdre leur temps? Est-ce que plus ça va, plus ils vont pas être en train de tirer à blanc? Même si vous voulez vraiment diaboliser la France insoumise, est-ce que cette manière de le faire, c'est la plus efficace pour eux, hein? Je suis même pas sûr. J'ai l'impression que ça marche pas, quoi. Parce qu'en vrai, parler d'islamisme, parler d'entrisme islamique, parler de la République qui est attaquée, de laïcité, de tatati tatata, c'est des sujets quand même qui sont sérieux, et c'est des sujets quand même que Jean-Luc Mélenchon, il était sénateur dès les années 80, dès le début des années 80, c'est un homme de la République, Jean-Luc Mélenchon, quoi. Donc s'attaquer en procès d'anti-républicanisme, de je sais pas quoi, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est pas forcément les meilleures attaques à faire contre lui, quoi. Genre, il est trop fort pour se défendre de tout ça, parce que bah, c'est un républicain, quoi. C'est un vrai républicain pur jus. Donc, je sais pas. Je sais pas. Il tente de all-in, ouais, mais je sais pas, il y a un moment donné où. Je me demande si ça va si bien fonctionner, ça. C'est grossier, quoi. La ficelle est grossière. Je sais pas. Est-ce qu'ils sont pas un peu en train de perdre leur temps avec tout ça? Je sais pas. En vrai, je me pose la question. La vérité, à part chez les bourgeois, tout le monde s'en branle de l'entrisme islamique. Bah oui, c'est des sujets en plus. Ils se parlent entre eux, entre espèces de centristes, lecteurs de. Comment ça s'appelle? Lecteurs de francs-tireurs, etc., etc. Je suis pas sûr qu'électoralement, sortir 12 milliards de livres pour dire que Mélenchon, il fait de l'entrisme islamique, je sais pas quoi, ça soit si porteur que ça, quoi. D'ailleurs, c'est pas tant la stratégie du RN que ça. Il le parle un peu, mais on va dire le racisme sur lequel s'appuie le RN, je le dis tout le temps, hein, le racisme sur lequel s'appuie le RN, le discours qu'ils ont le plus par rapport au racisme, la France pas la France insoumise, le Rassemblement national, c'est plus un espèce de attention, j'utilise un mot compliqué, de producérisme racialisé. À dire, regardez les assistés, oh là là, vous payez beaucoup d'impôts, vous, mes bons travailleurs français qui se cassent le cul au boulot. Pendant ce temps-là, les Noirs et les Arabes, ils touchent l'argent de la CAF, ils font que rien branler à part vendre du shit et foutre le bordel en France. C'est ça le discours qui est plus porteur en termes de racisme auprès de l'électorat RN en réalité. Tu vas parler à un électeur RN, il y a de bonnes chances qu'il te parle beaucoup plus que ça, de dire, moi je suis pas raciste, mais c'est toujours les mêmes qui foutent le bordel et en plus on paye pour eux parce que c'est des assistés. Je pense que tu vas parler à un électeur RN, c'est plutôt ce type de racisme qui va ressortir spontanément. Il va plus aller te parler de ça que de parler de l'entrisme islamique et du fait que Jean-Luc Mélenchon n'est pas si républicain que ça, parce que Richard Malka, il a écrit un livre sur l'antisémitisme ou quoi que ce soit. En vérité, c'est moche à dire, mais le français moyen, il en a un peu rien à branler de l'antisémitisme, hein. Je dis pas, c'est un vrai sujet. Moi, j'en ai vraiment quelque chose à branler de l'antisémitisme, c'est un de mes sujets. Ceux qui sont sur le live depuis longtemps, vous le savez. Mais l'électeur moyen, le français moyen, il en a un peu rien à branler du sujet de l'antisémitisme et de tout ça en réalité, hein. Voilà. Il va penser plus à ses petits intérêts, etc., etc. Et donc, le racisme de l'électeur d'extrême droite moyen, il se construit plus, j'ai l'impression, sur la forme d'une espèce d'anti-assistanat qui devient, derrière la figure de l'assisté, la figure de l'immigré, et la figure du noir et de l'arabe, et souvent du musulman par ailleurs, quoi. Mais je veux dire, ça se construit d'une manière un petit peu différente, quoi. Donc voilà. Je sais pas à qui il parle vraiment. Médiatiquement, ça prend, cette histoire de France islamiste, d'entrisme des frères musulmans, etc., etc. Mais vraiment, c'est un truc de plateau télé avant tout, quoi. Voilà. Bref. Vraiment pas d'accord. Le pacte racial d'opposition des prolos-français et des immigrés et descendants d'immigrés est renforcé par ces accusations d'entrisme. Alors c'est renforcé, mais je sais pas si c'est le plus efficace pour eux de faire ça. Voilà, c'est ça que je disais. Ça rend les musulmans dangereux et facilement déshumanisables. Oui, non mais je suis d'accord que ça participe à ça, quoi. Mais je veux dire, il y a un côté où cette espèce d'obsession sur l'entrisme islamique, c'est plus une obsession de plateau télé, de petits bourgeois qui sortent des bouquins de merde, plutôt que des lecteurs moyens du RN, quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Producérisme, relire Michel Fer, tout à fait. C'est un tout, après je dis pas, hein, les deux participent du même truc, les deux sont racistes et les deux participent du racisme, mais c'est des ficelles un petit peu différentes et je sais pas. Voilà. Les vieux aiment les plateaux télé. Ouais. Mais surtout, c'est de jouer au petit jeu de qui est le plus républicain, qui est le moins républicain, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont perdre face à LFI, à jouer à ce petit jeu-là. C'est ça que je veux dire. Alors que le racisme que je décris, c'est cette espèce de racisme de l'anti-assistanat, qui s'articule aussi dans des discours anti-impôts. J'ai l'impression que il est plus efficace, quoi. Typiquement, tu vas parler à un électeur RN, tu leur dis « Regardez, Mélenchon, il veut augmenter vos impôts pour donner encore plus d'argent aux Noirs et aux Arabes !» Je pense que l'électeur moyen du RN, il est en mode genre « Oh non, il faut tout faire pour battre Jean-Luc Mélenchon !» Alors que t'arrives, tu vas voir un électeur RN moyen, tu lui dis « Regardez Mélenchon, il est pas très républicain à cause de l'entrisme des islamistes !» Ça porte un peu moins, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Après, les deux participent d'un même truc, d'un même mouvement de diabolisation et d'un même mouvement raciste, évidemment. Mais voilà.
Sur quoi on est là? On est à l'article de Mediapart sur le LFI bashing qui, dans les maisons d'édition, est un truc assez porteur. Il y a de plus en plus de bouquins qui sont directement des bouquins de diabolisation de l'AFI et des procès en antisémitisme, en antirépublicanisme, etc. Et à quel point les différentes maisons d'édition en font finalement un fonds de commerce, quoi. Voilà, voilà. Elle repose sur pas grand-chose cette analyse, et dur de parler des lecteurs RN moyens en 2025. Elle repose sur les travaux de Michel Feher et ses travaux sur le producérisme de droite et le producérisme racialisé. Voilà, moi je trouve que c'est une clé de compréhension de ce fameux vote RN que je trouve incroyable, et du coup j'aime bien en parler. Voilà, voilà. C'est pour que les centristes ne votent pas Mélenchon. Ça, à la limite, peut-être un peu plus, ouais. Mais pareil, c'est ce que je disais à la base. À ce jeu de qui est le plus républicain, je suis pas sûr qu'il gagne. Voilà. C'est ça que je voulais dire à la base. Bref, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais bref, on va passer à la suite. Ok. Dans un marché du livre-document, dominé par les ouvrages de personnalités d'extrême droite comme Philippe de Villiers, Éric Zemmour ou Jordan Bardella, tous édités chez Fayard, les publications de Nora Bussini et Omar Youssef Souleiman se sont frayées une bonne place dans les classements des ventes. À ce jour, Les Nouveaux Antisémites s'est écoulé à plus de 16 000 exemplaires, tandis que Les Complices du Mal a franchi la barre des 69 000 exemplaires vendus en l'espace de 2 mois. Un succès accompagné par la bolosphère qui n'a cessé de promouvoir ces deux textes, dont le dénominateur commun n'est pas tant de proposer un débat approfondi et exigeant sur la haine antisémite qui explose en France depuis le 7 octobre, mais bien de pointer la responsabilité de LFI en la matière. Et les prétendus liens que les mouvements entretiendraient avec, je cite, les islamistes, pour des raisons clientélistes et électorales, selon les mots d'Omar Youssef Souleiman. Donc c'est le même truc qu'a dit Nathalie Saint-Cric à la télé il y a pas longtemps, ils sont antisémites par électoralisme parce que les musulmans sont antisémites. C'est quand même une dinguerie raciste de dire ça, et d'ailleurs il y a eu une plainte qui a été déposée, ou un signalement à l'Arcom de la part de la Ligue des droits de l'homme, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus, mais c'est chaud. Voilà. Pour moi, c'est parce que ces gens détruisent la République et leur font un épouvantail pour le faire tranquillement. Ouais, à la limite, mais ouais. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Bref, allez, on continue. Clac. La multiplication de ces livres portant sur la même thématique prouve à elle seule que les maisons d'édition françaises ont trouvé là un nouveau filon. À l'image des chaînes d'infos en continu qui courent après le succès de CNews, ces dernières entendent bien profiter elles aussi de l'ère nauséabond du temps, sans laisser toute la place à Fayard. Le LFI bashing est devenu un créneau rentable, comme les livres d'extrême droite, reconnaît une éditrice sous couvert de l'anonymat. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années. Jusqu'ici, les ouvrages critiques sur le mouvement de Jean-Luc Mélenchon dépassaient rarement la barre des 5000 exemplaires vendus. Mais depuis, la diabolisation de LFI et sa disqualification médiatico-politique sont passés par là. Et le succès de textes tels que Le journal d'un prisonnier de Gilles-William Goldnadel, paru en janvier chez Fayard et écoulé à plus de 28 000 exemplaires, a fait des envieux. Cette évolution éditoriale, qui tend à mettre en avant des publications surfant sur les thématiques phares de la bolosphère, gagne des maisons historiques au détriment d'ouvrages plus sérieux reposant sur des travaux de chercheurs et de chercheuses. Elle inquiète au sein d'un milieu en proie, comme les médias, à un grave problème de concentration. Aujourd'hui, 5 groupes détiennent les 3/4 du secteur de l'édition. Le plus puissant d'entre eux, Hachette, appartient à Vincent Bolloré. Ma clope électronique. Oui, la bolosphère, ouais. Comme Bolloré. Bolloré, le gros bolos. Elle est pas mal la blague. Non? Allez, on continue l'article. Il est pas très long l'article. De toute façon, la bolosphère, c'est une carbosphère avec de la tomate à la place de la crème fraîche. Pas mal la blague, Jeff Boone. C'est vraiment super drôle. Bravo. On rigole, hein. Ah, ça, on n'a plus le droit de rire, non? Oh. On n'a même plus le droit de rire. J'ai même plus le droit de faire des blagues. Bon, bref. Allez, on continue l'article. Fort et forte de leur médiatisation et du succès de leurs livres, Nora Bussini et Omar Youssef Souleiman ont été conviés à s'exprimer devant la commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants des mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste voulue par le patron des députés de droite républicaine, Laurent Wauquiez. Cette dernière a aussi entendu Jean-Luc Mélenchon samedi 6 décembre. C'est là que tu vois à quel point cette commission d'enquête, c'était vraiment une farce grotesque, quoi. C'était une commission totalement fantasque. Parce qu'ils ont invité des espèces d'auteurs tout pourris, mais Nora Bussini, elle s'est fait connaître en mettant une perruque rose pour infiltrer les milieux woke. Et c'est même pas en mode, c'était présenté comme ça. C'était en mode, notre grande reporter Nora Bussini a infiltré les milieux wokistes. Regardez, elle a mis une perruque rose pour infiltrer les milieux wokistes. C'est ridicule, c'est grotesque. Et pourtant, ils sont quand même invités dans cette pseudo-commission d'enquête pour dire « Oh, regardez, on a des experts comme Nora Bussini. » Mais c'est une experte de rien du tout. Fantoche, pas fantasque, pardon, excusez-moi. Fantoche, je voulais dire. C'est elle qui avait fait ça.
Et je veux dire, Omar Youssef Souleiman, je le connais pas trop, mais genre, il dit n'importe quoi. C'est vraiment une espèce d'obsession anti-LFI, c'est-à-dire, regardez, ce sont des islamistes. Alors que la commission d'enquête a quand même plutôt démontré et note des renseignements généraux à l'appui qu'il n'y avait pas de lien entre des associations qui font de l'entrisme islamique ou quoi que ce soit et la France Insoumise. Ça a été démenti par les renseignements généraux, quoi. Et ils sont là quand même à inviter des espèces de couillons dans des commissions parlementaires, mais genre tout ce qui est plus officiel pour dire, regardez, il n'y a pas un problème avec LFI. Non. Non, arrêtez avec ça. Stop, genre. Vraiment, c'est pathétique. Et ça devient tellement grotesque. Justement, c'est ça que je voulais dire à la base. Je me demande si ça va pas finir par se retourner contre eux, quoi. Et c'est ce qui s'est passé je dis ça parce que c'est ce qui s'est passé avec la commission d'enquête, en fait. Qu'on essaye de parler un peu sérieusement de ces sujets-là et qu'on commence à le faire un peu sérieusement hors du cirque médiatique des chaînes Bolloré et compagnie. Au final, ils passent pour des immenses guignolos, quoi. Voilà. Et donc je me dis, je sais pas, à force de faire ça de manière de plus en plus grossière, il y a un monde où je sais pas, j'ai l'impression que ça va finir par se retourner contre eux, parce que quand on essaie de parler de ces sujets-là un peu sérieusement, et quand même il y a des moments où on le fait un peu plus sérieusement que sur le plateau de CNews, quoi. Voilà, il y a quand même des espaces, notamment des commissions d'enquête parlementaires, qui permettent un débat un petit peu plus sérieux que le plateau de CNews, quoi. Et dans ces moments-là, ça finit limite par se retourner contre eux parce qu'ils disent n'importe quoi. Il y a aucun sérieux dans leur travail, quoi. C'est de la pure propagande complètement débile, quoi. Donc je sais pas, moi j'ai quand même un peu confiance à la fin que l'intelligence humaine triomphe sur la débilité, quoi. Et donc je me dis que là-dessus, structurellement, ils partent un peu perdants parce que genre ils s'appuient sur rien. C'est pas des intellectuels et des chercheurs, c'est des espèces de diffamateurs débiles. Et nous on a quand même un petit peu l'intelligence humaine de notre côté. Et voilà. Et moi je me raccroche un peu à ça pour trouver de l'espoir aussi, quoi. Mais voilà. Salut Écharpe, comment ça va? J'ai le PDF du dernier bouquin de Bussigny, Les Nouveaux Antisémites, c'est hilarant, elle bite rien à rien et dit des turbos dingueries dedans. Bah oui, mais ça m'étonne pas. Franchement, sur ce sujet-là, ils sont nuls à chier. Ils sont nuls à chier. Alors qu'il y a des gens qui prennent au sérieux le sujet de l'antisémitisme et peuvent avoir des critiques, y compris par rapport à ce qui peut se passer à gauche, peuvent avoir des critiques, y compris par la France Insoumise. Mais les gens qui parlent de ça sérieusement, c'est les premiers à dire bah moi j'ai des critiques envers la France Insoumise par rapport à certains trucs qui auraient pu être mieux faits, certains angles morts, je sais pas. Mais à côté de ça, stop dire n'importe quoi. Stop dire par exemple qu'ils pratiquent l'antisémitisme pour des raisons électorales pour avoir le vote musulman. C'est une dinguerie de dire ça. Et y compris les gens qui sont très pas à cheval mais très pointilleux sur les sujets de l'antisémitisme, etc., qui peuvent être critiques de certaines personnes à gauche et y compris parfois de la France Insoumise et y compris parfois de Jean-Luc Mélenchon. C'est les premiers à dire si on veut vraiment essayer de prendre ce sujet sérieusement et faire émerger une critique sérieuse de ça, la première chose à faire, c'est arrêter avec toutes ces affabulations, comme quoi ça serait un antisémitisme chimiquement pur et ressuscité pour aller prendre le vote musulman. Mais ça, c'est du complotisme que de dire ça, quoi. C'est du complotisme. Donc, pour ceux qui prendraient ce sujet très au sérieux et qui voudraient effectivement effectuer une critique, y compris à gauche, la première étape, la condition sine qua non pour commencer à faire quelque chose qui est un petit peu de bonne foi, c'est de commencer par dire à tous ces connards de propagandistes de merde qui racontent n'importe quoi et que c'est les premiers à faire du sujet de la lutte contre l'antisémitisme une espèce de blague finalement, une variable d'ajustement politique qu'ils utilisent pour pointer du doigt leurs adversaires, quoi. Et ça fait du mal à la lutte contre l'antisémitisme. Raconter n'importe quoi à ce point juste pour disqualifier la gauche française, ça fait du mal à la lutte nécessaire contre l'antisémitisme, quoi. Voilà. C'est le moment où on reparle d'Olivier. Bah oui, voilà, si vous voulez, par exemple, si vous voulez à quelqu'un à gauche qui parle extrêmement bien de tous ces sujets de l'antisémitisme, etc., et que ça lui arrive d'ailleurs d'être critique, et qui a pu être critique par rapport à la France Insoumise de certains trucs, par rapport à l'affiche de Hanouna, etc., moi je vous conseille d'aller vous abonner sur Twitter ou ailleurs à Olivier Lec-Lafarrière, qui est un militant de gauche radicale, un militant pro-palestinien, antisioniste et tout. C'est un juif antisioniste il est pas chez Tzedek, lui, à l'UJFP. Il a BDS aussi, le truc de boycott par rapport à Israël et compagnie. Et il fait aussi des formations de lutte contre l'antisémitisme, notamment pour la France Insoumise. Et il parle archi bien de ça. Et il a un discours qui peut être critique, y compris de la gauche, quoi. Voilà, d'aller voir des angles morts, des trucs. Voilà, lui, quand il voit des choses qui lui déplaisent à gauche, il le dit, quoi. Il le dit, mais sans se joindre à justement toute cette cohorte de droitards qui passent leur temps à instrumentaliser l'antisémitisme, quoi. Voilà, oui, il a le JFP et pas de Tzedek, c'est ça. Donc je vous mets le lien de son Twitter si vous voulez aller regarder un petit peu ce qu'il fait. Si le sujet vous intéresse, moi je vous le conseille vraiment. Je trouve que c'est un des plus. Actuellement, je trouve que c'est vraiment des plus base en France sur le sujet de l'antisémitisme, quoi. Voilà. C'est lui. Olaf. N'hésitez pas à aller le lire. Voilà. Il parle aussi évidemment de toute cette instrumentalisation de l'antisémitisme qui est faite, notamment voilà, en 2024, il avait fait toute une tribune dans Mediapart, les attaques contre la gauche au nom de l'antisémitisme mettent les juifs et juives en danger. Mais à côté de ça, il parle aussi de l'antisémitisme, il parle aussi de comment peut fonctionner l'antisémitisme, comment peut s'installer des biais antisémites, etc., y compris dans nos propres milieux, et là-dessus, voilà quoi. Il le dit clairement. Je sais pas s'il est sur Blue Sky, peut-être. Allez le chercher. En tout cas, il s'appelle Olivier Lec-Laferrière, il est vraiment, vraiment cool.
Voilà. Bon allez, on reprend. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, on le redira jamais assez, toutes ces espèces d'accusations fantoches et de ces bouquins qui sont juste une manière de faire du fric facile en tapant sur la gauche française au nom de la lutte contre l'antisémitisme, tout ça fait du mal à la lutte contre l'antisémitisme parce que tout ça devient une espèce de blague, quoi. Enfin, pas de blague, mais tout ça devient un foutoir, quoi. Ils font perdre tous les repères, quoi. Donc, honte à eux. Honte à eux. D'instrumentaliser un sujet aussi important et aussi sensible aussi parfois, juste pour se faire de la thune facile et taper sur leurs adversaires, franchement, ça pue la merde. Ils font beaucoup de mal à la lutte contre l'antisémitisme en réalité, quoi. Voilà. C'est aussi illusoire de penser qu'il n'y a que de l'antisémitisme à gauche que de penser qu'il n'y en a pas du tout. Ouais, voilà. Mais ça, après, c'est relativement consensuel, mais disons qu'on est dans un climat médiatique où c'est tellement difficile d'en parler. Justement parce qu'on est attaqué de toutes parts par des blaireaux comme ça, qui fait que voilà, il faut bien en parler dans des conditions qui sont les bonnes, parce que sans ça, au bout d'un moment, ça fait que remuer la merde encore plus, quoi. Mais moi j'en peux plus de ça, quoi. J'en peux plus de cette méta, quoi. On parle autant d'antisémitisme tout le temps, que ce mot, on l'entend tous les jours, alors même qu'en réalité, on parle rarement concrètement de l'antisémitisme. Ça me rend fou, quoi. Ça me rend vraiment fou. Merci beaucoup l'humanité, let's go pour le raid. C'était un petit live ce matin, c'était un live d'1 heure, non? C'était quoi? Ah mais c'était pas c'était toi Cyprien? C'était Cyprien? C'est la petite matinale de Cyprien qui dure pas très longtemps là? Oui, c'est le jeudi que vous faites ça maintenant. Ça devait être ça. C'est pour ça que ça dure 1 heure, 1h30 généralement. Merci beaucoup pour Luma pour le raid. Bah, n'hésitez pas à aller suivre Luma hein, sur Twitch, sur YouTube, etc. Voilà. Ribo critique les stats de son employeur. Mais non, j'ai dit que c'était un live qui était court. J'ai pas dit ouais, il était gaze votre live. J'ai dit que c'était court parce que j'ai vu que vous avez lancé il y a pas très longtemps et vous m'avez déjà raid. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Merci beaucoup. Non, c'était la présentation du média problématique. Ok. Je sais pas ce que c'est problématique. Je vais la regarder. Problématique avec un K. Un média queer pour dégager l'horizon. Ça a l'air bien. Ok. Je ferais bien la pub pour la levée de fonds ou quoi que ce soit, mais je n'ai jamais entendu parler de problématique, donc j'avoue je vais pas le faire. Par contre je vais faire de la pub pour le stream de Luma. Voilà, apparemment il y a un média queer pour dégager l'horizon qui vient de se créer. C'est l'évolution collective de Mécréante que je connaissais pas non plus. Je ne sais pas ce que c'est que ce collectif, mais en tout cas si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de l'Humanité directement, regarder leur replay. Je pense que ça sera bientôt uploadé sur YouTube pour en savoir plus, et après vous pourrez peut-être donner à la cagnotte. Mais moi, je ne connais pas ce collectif, donc j'ai pas envie de commencer à en parler. Je sais pas ce qu'elles font et ce qu'ils font. Ce qu'elles font, j'ai l'impression plus. Voilà. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à aller. Tu peux leur faire confiance. Je peux leur faire confiance. Ok, bah allez donner sur la cagnotte de problématique. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais ils sont basés apparemment. Déjà 87 000 € sur 30 000. Donc là, c'est un peu ric-rac. En termes de financement, ils sont que à 292%. Donc allez donner avant qu'il soit trop tard, parce que là, on n'y est pas. Bon, il y a un nouvel objectif à 100 000 €, campagne jusqu'au 12 décembre, jusqu'à demain. Donc là, il manque. Vous avez 24 heures pour aller donner 12 000 balles, 13 000 balles sur la cagnotte. Donc let's go, je pense que vous pouvez le faire. Hein. On a réussi à lever 16 000 € pour le Z-Event en un week-end sur cette chaîne. Voilà, vous pouvez bien aller donner à hauteur de 12 000 € pour un média queer pour dégager l'horizon. Let's go. Elle a été par Wissam il n'y a pas longtemps? Ok, cool. Stylé. Par Wissam et par Luma. Bien, c'est plutôt bon signe. Si elles ont été invitées partout, c'est plutôt bon signe, si vous voulez mon avis. Ok, allez, on reprend l'article. Donc je disais, oui, il y en a marre de cette instrumentalisation de l'antisémitisme, parce que c'est la lutte contre l'antisémitisme qui est la première victime de tout ça. Bon, qui est victime de tout ça aussi, en tout cas. Bref. Ok. Face aux parlementaires, donc oui, on en était là. Il y a eu la commission, la fameuse commission d'enquête, etc. On a réacté en long, en large, en travers à toute cette masterclass, n'est-ce pas, de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du passage de Nora Bussini ou de Oumar Youssef Souleymane à la commission. Moi, je les ai même pas vus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Face aux parlementaires, les deux journalistes entre guillemets, ont développé le propos de leurs ouvrages, évoquant notamment certaines manifestations pro-Gaza dans lesquelles lui et elle disent avoir observé des connivences entre des élus LFI et des prédicateurs islamistes. Mais comment, quand ça? Des exemples peut-être? Lui et elle sont aussi revenus sur l'influence des frères musulmans dans la sphère politique, livrant une vision des choses à rebours des conclusions du dernier rapport du ministère de l'Intérieur sur le sujet. Voilà, c'est ça, il y a des conclusions du ministère de l'Intérieur, il y a des conclusions des renseignements généraux, ils sont en mode « Ah si, je vous assure, il y a des liens entre les frères musulmans et la sphère politique. » Zéro source, et tous les contredits, et pourtant ils continuent à écrire des bouquins entiers là-dessus, les maisons d'édition continuent à les vendre parce que c'est une manière de se faire du fric, et voilà quoi, c'est vraiment, mais genre, ces gens-là n'aiment pas la réalité quoi, c'est chaud quoi, oh, aïe aïe aïe. Il n'a pas été mis en évidence, à notre connaissance, dans la doctrine de la mouvance française, de documents visant l'islamisation à court ou moyen terme.
avait d'ailleurs témoigné Pascal Courtade, l'un des 2 auteurs du rapport, devant la commission d'enquête le 17 novembre. C'est lunaire, ouais, alors on est à un point, c'est hallucinant de complotisme en fait, genre. C'est hallucinant de complotisme. Mais encore une fois, je me demande, avec justement ce fameux passage de Jean-Luc Mélenchon, en fait, genre, ça fait 600, 700 000 vues le passage en commission d'enquête de Mélenchon. Est-ce qu'on a déjà vu une vidéo de commission d'enquête de 1h40 à faire autant de vues sur YouTube? Je sais pas, il y a quelque chose de nouveau là-dedans, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'assez neuf. Est-ce qu'on a déjà vu un tel succès sur une commission d'enquête? C'était pas 1 million en live, ça fait encore plus que ça, là je parle de ça, juste sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Ça a été diffusé par toutes les chaînes d'infos en continu. Vraiment, on en a beaucoup entendu parler, quoi. Et qu'il y a un tel intérêt des Françaises et des Français par rapport à une commission d'enquête parlementaire, alors que c'est des sujets qui sont un petit peu austères, on va dire, c'est qu'il y avait un intérêt pour ça, quoi. La commission Benalla à l'époque? Ah ouais, peut-être la commission Benalla, ouais. Je sais pas, moi je suivais un petit peu moins à l'époque, mais... En tout cas, je veux dire, il y a eu un grand ressentiment, alors que c'est un format, la commission d'enquête parlementaire, qui de base est relativement austère, quoi. Donc c'est quand même qu'il y avait un intérêt par rapport à ça, et force est de constater que... Je dis beaucoup force est de constater aujourd'hui. Les Bussini, les Omar Youssef Souleiman et compagnie, personne ne les a calculés. Par contre, Mélenchon qui arrive et qui les ratatine un petit peu, ça a eu un grand écho, quoi. Donc moi, je sais pas, c'est peut-être mon côté optimiste, mais je me demande, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure déjà, est-ce que cette méta-là de diabolisation, on n'atteint pas un tel niveau de complotisme et de n'importe quoi? Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin de cette séquence, peut-être? Est-ce qu'on va pas finir par arriver à la fin de cette séquence? Je sais pas, j'espère. Mais quand tu regardes un petit peu très concrètement ce qui se passe, ou non, quand le ministère de l'Intérieur, les renseignements généraux et tout un tas de trucs comme ça contredisent frontalement toutes leurs affabulations, je me dis que c'est bien. C'est bien. Moi, j'ai envie de m'en réjouir, en vrai. J'ai envie de me réjouir parce que j'en ai tellement marre, là, de toute cette merde depuis si longtemps que, voilà, j'ai envie d'être un peu optimiste par rapport à ça. Et j'ai envie de me dire que peut-être, à un moment donné, l'intelligence va finir par triompher. Voilà. Et la vérité. Bref, merci Pitch Twix pour tes 5 abonnements. Merci beaucoup, let's go. Les traditionnels 5 subs forts de Pitch Twix. On est déjà à 815. Putain, bientôt les 1000, hein, bientôt les 1000. Objectif 1000, là. Il y a encore un peu de temps. Après, à 5 subs par live, il en manque combien, là? Il en manque 185? Oh, ça va aller vite, ça va aller vite. Dans 20, 40, moins... Dans 37 lives, on y est. Incroyable, en quelques mois. Merci beaucoup, Pitch Twix. Merci infiniment. Ok. Auditionné le 29 octobre, le patron du renseignement parisien a dit avoir effectivement, je cite, connaissance des recherches, ouvrages et articles de certains auteurs qui se placent eux-mêmes dans une sphère politique en écrivant ce qu'ils écrivent. Avant d'ajouter, c'est grâce à la surveillance que nous exerçons sur nos propres objectifs, des individus ou des groupes terroristes ou islamistes, que je peux vous le dire, il n'existe pas de lien documenté entre les objectifs que nous suivons et des élus ou des partis. Le patron du renseignement parisien le dit. Quand même. Relancé par un député RN sur les liens supposés entre les islamistes et des groupuscules d'extrême gauche, Hugues Bric s'est voulu plus clair encore. Non, très peu, même si cela doit parfois leur traverser l'esprit. En revanche, une certaine frange marginale, groupusculaire sinon individuelle, donc individuelle c'est dire que c'est même pas organisé. Hein. Groupusculaire c'est organisé mais c'est quand même à petite échelle. Quand on dit groupusculaire, c'est vraiment que c'est 3-4 gars dans une espèce d'assaut un peu informel. Individuel c'est qu'il n'y a même pas d'organisation, c'est quelqu'un de tout seul isolé, quoi. Donc une certaine frange marginale, groupusculaire, sinon individuelle, de l'ultra-droite négationniste se rapproche par antisémitisme pur de certains islamistes ou référents religieux islamistes qui tiennent des propos antisémites, souvent hors nos frontières. Eh ben, ça j'avais même pas vu, j'avais pas entendu ce truc-là. Donc c'est toujours le Hugues Bric, ok. Donc c'est le patron du renseignement parisien. Mais comment ça retourne totalement le narratif de tout cela, mais instantanément, quoi. Dire, il y a des liens entre des vrais islamistes et des Français, ça existe, mais c'est extrêmement marginal, c'est même quasiment des individus isolés, et il se trouve que c'est des nationalistes, négationnistes de l'ultra-droite traditionnelle, quoi. Quand ça contradit l'intégralité de leur discours, c'est fou. Ouais, genre Alain Soral et ses potes iraniens, tout à fait, ça peut être ce genre de truc. Mais genre, ça reste extrêmement marginal, quoi. Le renseignement qui mouille l'extrême droite, bah ouais, mais ça rejoint tout un tas de trucs, hein. Moi, je sais que j'en ai aussi pas mal parlé sur les réseaux sociaux, un peu en live, mais pas mal sur les réseaux sociaux. Ça rejoint tout un tas de choses, on se retrouve à un tel niveau de n'importe quoi et de diabolisation de la gauche, que nous autres gauchistes, on se retrouve à dire relire le parquet national antiterroriste. Hein. On est en mode le parquet national antiterroriste avec nous. Parce qu'il nous donne raison, en fait. Genre, les faits nous donnent raison. À tel point qu'on peut se cacher pas derrière des espèces de rapports d'ONG plutôt marqués à gauche ou quoi que ce soit. On a juste à prendre les renseignements généraux et le parquet national antiterroriste pour justifier qu'ils ont tort et qu'on a raison. C'est quand même fou. C'est qu'on arrive au bout d'un chemin où en face c'est du n'importe quoi. Alors après la question se pose de jusqu'où le n'importe quoi peut faire triompher politiquement. Et quand on regarde les États-Unis par exemple,
d'aller toujours de plus en plus loin dans l'outrance et dans la post-vérité, vous appelez ça comme vous voulez, bah, ça marche un petit peu aux États-Unis, quoi. Donc bon, moi je suis en train de me dire, et à un moment donné, ça ne va plus marcher, ça va à la limite se retourner contre eux. En fait, c'est pas tout à fait sûr. Après, la France, c'est pas les États-Unis. Et moi, je suis un républicain. Voilà. Donc j'estime qu'au bout d'un moment, tout ça, à faire des procès en anti-républicanisme à des gens qui sont plus républicains qu'eux, quand même, j'ai l'impression que ça va finir par se retourner contre eux. Je sais pas. J'ai une forme d'optimisme par rapport à toutes ces histoires. Parce que là, je veux dire, c'est tellement grossier, c'est tellement ridicule que, je sais pas. À part prêcher des gens déjà plus ou moins convaincus, je vois pas trop où ça va mener, quoi. En tout cas, je sais pas. J'ai confiance en la gauche française, cela dit, pour se protéger de ces attaques, tellement ces attaques sont absolument abusées de chez abusées, quoi. Voilà. Mais oui, je disais encore une fois, de la même manière que le parquet national antiterroriste dit, bah, il y a 2 menaces terroristes actuellement en France. Il y a la menace du terrorisme islamique, du djihadisme armé, type Daesh, etc. Ça s'est vu parce qu'il y a eu des gros attentats quand même ces dernières années, même si ça a l'air d'être plutôt en baisse par rapport à il y a 10 ans, notamment parce que Daesh a été bien... Ils existent encore vraiment à proprement parler, Daesh, ou ils sont autodissous dans d'autres trucs? Parce que Daesh, ils sont bien fait niquer par toute la coalition, etc. J'ai pas trop suivi. Il y a encore Daesh là, ou même plus vraiment? Oui? Mais c'est plus, ils ont perdu de leur superbe, entre guillemets. Bon, c'est un peu bizarre d'utiliser ces termes-là. Oui, ils existent encore, mais je veux dire, ils sont beaucoup moins influents qu'avant, quoi. Ouais, en Syrie, j'imagine qu'ils existent encore. Même quand on regarde toute la guerre civile en Syrie, c'est ultra compliqué. Il y a plein de groupes djihadistes, d'ailleurs, qui sont foutus sur la gueule entre eux, etc., etc. Au moment de Daesh, ils ont récupéré grave du leadership au sein de... Enfin, dans le cadre de la guerre civile syrienne, mais après, ils ont glowdone un peu, quoi. Il y aura toujours des cendres. Ça floppe, clairement. Flopesque Daesh, hein. Oh, quel flop, hein. Daesh a perdu des followers. Tant mieux, hein. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Au Sahel, peut-être un peu via des alliances. Ouais, ils existent encore, mais je veux dire, c'est plus tout à fait comme il y a 10-15 ans où ils étaient vraiment dans une position de force, quoi. Plutôt en Asie centrale. Ok, d'accord. Bon, bref, tout ça pour dire que la menace du terrorisme islamique existe encore en Europe et en France, évidemment, mais peut-être moins qu'avant, quoi. Dans tous les cas, le parquet national antiterroriste, en se basant sur des chiffres très concrets, disent là actuellement il y a 2 menaces, c'est celle-ci et la menace du terrorisme d'extrême droite. Il y a eu une vingtaine d'affaires, je crois quasiment, ou une dizaine d'affaires, je sais plus, entre 10 et 20 affaires depuis 2017 qui étaient liées à des mouvements d'extrême droite, dont certains attentats qui ont été déjoués, quoi. Il y a un gars qui a pris 18 ans de prison ferme pour organisation et projet de faire des attentats, et notamment il parlait d'assassiner Jean-Luc Mélenchon. Un mec, il a pris 18 ans de prison ferme. Voilà, et c'est le parquet national antiterroriste qui a géré l'affaire. C'était le procès Waffenkraft, je crois, il s'appelait. Il y a des vrais trucs, quoi. Donc c'est fou de voir que face à toute cette propagande, que ça soit pour le terrorisme d'extrême gauche, on a juste à dire, mais regardez les chiffres du parquet national antiterroriste, et pour ce qui est de l'entrisme des frères musulmans et l'antisémitisme comme outil pour aller capter le vote islamique de je sais pas quoi, il suffit de dire, mais regardez les chiffres des renseignements généraux, quoi. Donc tant mieux, hein. Tant mieux. Il semblerait que la vérité soit de notre côté, et ça, c'est toujours une bonne chose, même à l'ère de la post-vérité. Moi, j'estime, ça j'en parlais avec Pépita d'ailleurs hier, j'estime quand même que, moi après c'est ma sensibilité personnelle, que c'est une clé pour qu'à la fin on gagne, quoi. C'est qu'à un moment donné, la vérité, elle est quand même plutôt de notre côté, plus que du leur, quoi. Et quand du leur, je parle de l'extrême droite, islamophobe, etc., dans lequel on peut ranger carrément des Nora Bussini et compagnie, quoi. En tout cas, je crois que j'ai oublié de lire le dernier paragraphe de l'article, donc je vais lire le dernier paragraphe de l'article, et après on va conclure. Les propos tenus devant la commission d'enquête par les experts du renseignement tranchent nettement avec ceux qui ont fait le succès des livres de Nora Bussini et Omar Youssef Souleiman. Tant et si bien que même le JDD, le journal de dimanche, donc le journal du dimanche, c'est maintenant le groupe Bolloré aussi, ça a été racheté par Bolloré il y a 2 ans, quelque chose comme ça, n'a pu cacher sa déception. Le principal grief qui colle désormais à la commission d'enquête est limpide. Elle ne tient pas les promesses tonitruantes de son lancement, écrivait récemment l'hebdomadaire. Allez, la gauche 1, Laurent Wauquiez 0. Ça fait plaisir, ça, en vrai. Ça fait plaisir de voir le JDD et Laurent Wauquiez juste avoir totalement cette vautrée, quoi. Avoir totalement perdu leur pari, quoi. Et quand on regarde les images, les déclarations de Laurent Wauquiez à la base, il était vraiment hyper sûr de lui. Il était en mode genre, enfin la vérité va éclater. Enfin, c'est un Jean-Luc Mélenchon. C'est un islamiste, on va enfin pouvoir le dire. Voilà. Laurent Wauquiez 1, Jean-Luc Mélenchon 0. C'est les prix qu'il croyait prendre, hein. C'est Laurent Vautré, tout à fait, tout à fait. Ça fait un peu plaisir, hein. Ça fait un peu plaisir en vrai. Là, on est sur une séquence, on se dit, oh. Voilà. Je sais pas. De toute manière, bon, on en reparlera plus tard, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que Mélenchon a un peu le vent en poupe actuellement. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je dis ça, les 3 quarts du live, vous êtes ultra fan de Jean-Luc Mélenchon, vous avez pleuré en écoutant son discours, faites mieux, je le sais très bien. Moi aussi, je vais vous dire moi aussi. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc où il a un peu le vent en poupe, quoi. On a du buzz, ouais, il y a du buzz un peu, hein. Il y a un peu du buzz.
J'ai vu l'article de hors-série, moi j'évite de lire trop des articles comme ça, parce qu'après ça me vend du rêve et la déception sera terrible. Voilà, mais ça c'est plus de l'ordre de ma psychologie personnelle, je n'ai pas lu l'article de hors-série. Mais oui, l'article c'était vraiment en mode, mais voilà pourquoi Mélenchon sera le prochain président de la République. Moi quand je dis ça, je suis en mode genre, oh quand même, ça me donne un peu d'espoir, et après j'ai peur de tomber trop, donc j'évite de lire des articles trop comme ça, quand c'est trop du copium. Mais, enfin c'est pas du copium, mais enfin bref quoi. Le reste de la gauche est dans les ronces. Bah ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Mais c'est que la strate de LFI porte ses fruits, quoi. Parce qu'ils ont un cap clair. Ils ont quand même un cap clair de plus que tous les autres, quoi. Enfin là, le PS qui vote le PLFSS, vraiment une espèce de... Ils sont mis hors jeu par rapport à l'électorat de gauche, très très clairement. Hein. Même au sein du Parti Socialiste, au sein de leur base militante, ou ce qu'il en reste, en tout cas chez les jeunes socialistes et tout, ils sont vraiment pas du tout d'accord avec ça. Je comprends pourquoi ils le font, parce qu'ils sont déjà en train de préparer l'après, quelque part. Ils se disent, bon, notre socle électoral, on va plutôt aller le récupérer du côté des déçus de la Macronie, hein, on va dire. Avec l'effondrement du bloc macroniste, du bloc central, ils se disent, bon, bah nous, on va récupérer un peu l'aile gauche de ce bloc central-là. Il y a une espèce de socle électoral qui peut très bien se retrouver à voter PS bientôt, qui là, pour l'instant, vote encore pas mal Macron, mais l'après Macron peut profiter au PS. Donc moi, je comprends qu'ils s'éloignent du bloc NFP, on va dire, pour préparer l'après en se basant sur un socle électoral qui là est encore assez macroniste. Je le comprends, mais je veux dire, c'est les met hors jeu par rapport aux électeurs de gauche, quoi. Très très clairement. Et là, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire ça. Et du coup, vu que le PS est hors jeu par rapport à l'électorat de gauche, par rapport à tout ce que je viens de dire, bah, les unionistes, un peu le cul entre deux chaises, les Marine Tedelier et compagnie, qui veulent faire leur primaire, bah, ça marche plus, quoi. Là, avoir un discours, il faut faire l'union de Mélenchon à Glucksmann, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Du coup, bah, eux, ils sont mis un peu hors jeu aussi. Et à gauche, qui reste, qui du coup est clair, solide sur ses appuis depuis le début, il reste LFI, quoi. Ouais, la strat du PS, c'est un long shot, mais c'est illisible. Je ne sais pas ce que c'est Ouais, que c'est ce illisible, profil. surtout par les électeurs de gauche. Enfin, c'est illisible, mais moi, je trouve pas que ça soit si mauvaise décision de leur part que ça soit illisible. Ça n'a pas besoin d'être lisible pour l'instant. Hein. Tant que c'est lisible pour eux en 2027, quelque part, ça va. Hein. Moi, c'est un peu l'analyse que j'en ai. Mais j'en parlais pareil de ça hier, là, autour d'une bière avec Pipita. Et c'est ce que je lui disais, genre. C'est en mode, il y a plein de gens qui sont en mode, je comprends pas, pourquoi Mélenchon n'a pas tué le PS quand il était à 2%? Parce que le PS n'a jamais été à 2%, ils ont un bloc électoral qui était invisibilisé en 2022. Leur socle électoral n'a pas voté PS, il y en a peut-être une partie qui a voté Mélenchon en mode vote utile. Il y en a, hein. Croyez pas, hein. Il y a des gens qui ont voté Macron 2017, Mélenchon 2022. Hein. Alors qu'on pourrait se dire, bon, voilà, les gens un peu PS score qui ont voté Macron en 2017 et qui ont été déçus par Macron, ils auraient pu voter Anne Hidalgo, selon toute logique. Et ben il y en a au final qui ont voté Mélenchon. Ou d'autres qui font partie de ce socle électoral qui pourrait très bien se remettre à voter PS rapidement, bah ils ont voté soit Macron, quoi. Et de la même manière que là c'est les fans de la pas du team, vous allez, qui parlent de la théorie des noisettes avec Marine Tondelier, de la même manière que Marine Tondelier, ce bloc-là, est un peu écrasé entre le PS d'un côté et LFI de l'autre, et du coup bah va pas réussir à vraiment se monter à un moment donné, en tout cas je pense. Et ben Anne Hidalgo, elle était un peu écrasée, enfin le PS était écrasé entre Mélenchon d'un côté et Macron de l'autre en 2022. Et du coup, ça donnait cette illusion que ce socle électoral n'existait plus et que le PS était mort, alors que le PS n'a jamais été mort en réalité. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu qu'aux européennes, c'était des dynamiques électorales très différentes. Ils sont pu passer de 2% au présidentiel à plus de 12%, ou 15% quasiment, je me souviens plus, aux européennes. Donc c'est juste que cet électorat PS n'a jamais disparu, c'est juste qu'il vote plus PS. Et donc effectivement c'est un peu illisible, mais je pense qu'en fait, je me disais, Olivier Faure il est totalement con de trahir à ce moment-là, on va dire. Pour moi il aurait dû rester à faire semblant d'être un peu dans le NFP encore un peu plus longtemps. Mais en fait maintenant que plus j'y pense, plus je me dis non, c'est logique. C'est logique. Ils jouent leur partition. Je suis même pas sûr que ça soit une si mauvaise idée, mais en tout cas force est de constater qu'ils sont plus vraiment dans le bloc de gauche maintenant. Ils préparent déjà leur sortie du bloc des gauches, ils préparent la restructuration politique à venir avec l'effondrement de la Macronie, quoi. Donc qui reste à gauche? Il reste les unionistes, on va dire, et le bloc LFI, dans lequel on peut presque mettre le PCF avec les derniers votes, en mode front de gauche, quoi. Et, sauf que les unionistes, maintenant que le PS est sorti du bloc de gauche, de fait, ça marche plus d'être unioniste. À ce moment-là, d'être unioniste, ça serait être unioniste avec LFI, avec le bloc LFI. Pour faire un espèce de NFP sans PS, ça serait ça être unioniste, logiquement. Donc peut-être qu'ils vont en arriver à cette conclusion, je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que, justement, le fait qu'ils soient abstenus sur le PLFSS, le groupe écologiste, enfin la majorité du groupe écologiste, c'est une manière de continuer à faire ce jeu d'équilibriste entre le PS qui a voté pour et LFI qui a voté contre. Mais je veux dire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est toi l'unioniste, non? Ouais, mais moi je suis un unioniste basé, je suis pas un unioniste à tout prix. Moi, le contour de l'union que je souhaite, c'est celle un peu du front de gauche qu'il y avait en 2012, 2017 et compagnie, quoi. Moi, j'aimerais une union, attention, je vais le faire en rimant comment il s'appelle, comme Ruffin. J'aimerais une union de Besancenot à Rousseau. Pas mal le contour de cette union, non? Voilà. Tu prends un peu l'aile gauche du groupe écologiste, typiquement ceux qui ont voté contre le budget, là. Donc, du coup, il y a les Ruffin et compagnie dedans. Tu peux aller jusque-là dans l'union, parce que eux, c'est ceux qui ont tenu la ligne NFP depuis le début.
J'ai pas grand-chose à leur reprocher, dans le cadre parlementaire en tout cas. Dans le cadre parlementaire. Je parle pas de toutes les déclarations qu'ils ont pu avoir de toute leur vie, quoi. Et pareil, après, à gauche de LFI et de tout ça, vers qui on peut aller dans une logique unitaire, typiquement les Besancenot et compagnie, le NPAA, ils ont l'air d'être plutôt chauds là-dessus, quoi. Donc l'union, mais pas à n'importe quel prix. La fameuse union autour d'une ligne de rupture, c'est ce que dit Sandrine Rousseau depuis des années, par exemple, quoi. Donc moi, je reste unioniste ou unitaire dans ce sens-là, quoi. Je pense qu'avoir un cadre unitaire autour de cette ligne de gauche de rupture, de gauche radicale, vous appelez ça comme vous voulez, je pense que c'est mieux que de ne pas en avoir. Et je pense que d'ailleurs, justement, si on se dirige vers ce fameux second tour Bardella-Mélenchon, et que là, les insoumis du chat, vous êtes en mode « Let's go !» On all-in Mélenchon 2027, on gratte un second tour contre Bardella et on gagne avec une dynamique de campagne incroyable. C'est pas impossible que ça finisse comme ça, mais du coup, autant préparer dès maintenant une dynamique qui pourrait permettre à fédérer autour de Mélenchon, quoi. Et avoir un cadre unitaire, pas à tout prix, mais quand même un cadre unitaire, avec quelques partenaires, pour moi, même dans l'intérêt purement insoumis, je pense que ça serait mieux, quoi. Bref. Mais du coup, là, on parle plus de l'article, quoi. Pourquoi je parle de ça ? J'ai changé de sujet. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'était la conclusion qui n'a plus rien à voir avec le LFI bashing tant que ça, mais on parlait quand même de LFI. Et voilà, il était bien cet article en tout cas, vous voyez. Mediapart, ils font pas que des articles à charge contre la France insoumise. Mais vous savez pourquoi ? Parce que Mediapart, malgré le fait qu'on peut dire qu'entre Plenel et Mélenchon, pour le coup, il y a l'eau dans le gaz, évidemment, on peut critiquer leur ligne, etc., sur la gauche française, trouver que parfois, sur LFI, ils devraient faire un petit peu plus bloc parce que l'heure est grave ou je ne sais quoi. Certes, mais il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Mediapart, c'est que Mediapart fait quand même preuve globalement d'honnêteté intellectuelle. Et donc ça veut dire que quand ça s'en prend injustement à la France insoumise, logiquement, ils vont pas se retenir de le dire, quoi. Ou quand la France insoumise fait un truc super, ils devraient pas se retenir de le dire non plus. Ou quand le PS fait de la merde, ils se retiennent pas non plus de le dire, quoi. Donc c'est pour ça, camarades insoumis du chat, là, si vous trouvez que Mediapart fait que taper sur LFI, trust. Si vous pensez que l'honnêteté intellectuelle et que la vérité est de votre côté, c'est ce que vous devriez penser, hein, sinon vous vous soutiendriez pas LFI. Trust Mediapart. Au moment important, vous verrez qu'ils seront de notre côté. Voilà. Ou alors réfléchissez uniquement par shitpost interposé, hein, vous faites comme vous voulez, mais au bout d'un moment, on est censé être le camp de l'intelligence aussi. Voilà, donc assumons-le. Bon bref, en tout cas, si vous regardez ça en VOD YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à dire stop au LFI bashing. Et stop au Mediapart bashing aussi. Allez, stop à tous les bashings. Soyons tous heureux contre l'extrême droite et les macronistes. Abonnez-vous. Bisous.